Bonsoir à tous, chers auditeurs. Bonsoir à nos deux chroniqueurs du soir. Dryas, toujours là. Bonsoir tout le monde. Kata, tu voulais de la critique, il y en aura ce soir. Bonsoir. Salut tout le monde. Après une défaite pas imméritée à Dijon, le PSG s'est imposé en Ligue des Champions contre Bruges 1-0, mais sans vraiment convaincre, loin s'en faut. Mais l'essentiel est fait, même si la manière pose débat. On va donc revenir sur ses performances en abordant surtout le cas Thomas Tourel. Et on abordera ensuite l'interview de Leonardo à la fin du match hier. Qu'en ont pensé nos experts du soir? Qu'est-ce qu'on doit lire entre les lignes? Ils nous diront ce qu'ils en ont pensé. On va commencer donc par le premier sujet. Tourelle leader en Ligue 1, leader en Ligue des Champions sans laisser un point, mais remis en question par bon nombre de personnes. Je vais vous demander pour vous si les choix de Tourelle dans les deux matchs ont eu un impact sur nos deux performances moyennes, on va dire, pour être gentil, et si vous avez compris ces choix-là, Dryas. Je dirais que pour le premier, non, j'ai pas compris les choix. On a tous vu la compo pour le premier, donc pour Dijon, on a tous vu la compo avec non pas les 11 titulaires, mais les 11 titulaires disponibles, si on oublie les joueurs qui étaient indisponibles pour cause de maladie, blessure ou autre. Et on s'attendait tous à une compo, on en a une compo très différente. Alors il y a des choses qui peuvent se justifier, on a trouvé Diallo sur la gauche, ça peut se justifier dans le sens où si Bernat répète, comment est-ce qu'on fait. On a trouvé un milieu avec Paredes, et effectivement, ça peut justifier de mettre Paredes en 6 et du coup de faire redescendre Marquinhos. Mais l'ensemble était assez symptomatique de quelque chose qu'on peut retrouver chez Tourelle, la volonté de systématiquement essayer des nouveaux trucs, sans pour autant essayer des nouveaux trucs. C'est-à-dire que l'année dernière, il essayait effectivement des nouvelles compositions, mais là, il est juste dans son schéma où on a l'impression qu'il veut imposer aux joueurs de pouvoir jouer à 3 postes. Et ça a été catastrophique parce que les 3 joueurs en question ont rendu une bien pâle copie sur le match. Par contre, sur le match contre Bruges, le choix a été cohérent, c'est comme ça qu'on joue depuis le début de la saison, mais ce qui m'a chagriné, ça a été l'absence de réaction par rapport à la réponse que Bruges a apportée à notre choix. Bruges a été extrêmement intelligent en coupant notamment toute relation possible entre Marco et Marquis en mettant systématiquement un joueur dans l'axe de la passe, un joueur pour presser Marquis et un autre joueur dans l'axe de la passe. On avait Gay qui était très loin et on s'est retrouvé avec des milieux qui, déjà, au niveau offensif, ça passait beaucoup sur les ailes et du coup, on avait plein de problèmes par rapport à ça. Mais on s'est retrouvé avec des milieux qui étaient incapables de proposer des solutions offensives, des solutions vers l'avant. On s'est retrouvé avec un Marco qui s'est retrouvé au four à moulin un peu à tout faire. Et j'aurais aimé une réaction à la Tourelle. Alors là, on apprend qu'Herrera a été blessé, mais j'aurais aimé, par exemple, en supposant qu'Herrera n'était pas blessé, de remplacer Gay par Herrera, parce que Gay ne servait vraiment pas à grand-chose sur ce match-là. Et ainsi offrir une autre solution de passe, par exemple, pour Marquis. Et ce que je déplore sur Dijon, c'est des choix que je ne m'explique pas fondamentalement. Et ce que je déplore sur Bruges, c'est l'absence de réaction et l'incapacité à réorganiser son milieu pour répondre à la question tactique, aux enjeux tactiques que nous posait Bruges. Et toi, Kata, à Dijon, est-ce que ça te gêne qu'il tente des choses? Est-ce que tu as trouvé ça cohérent? Et pour Bruges, pareil, est-ce que tu as aimé son coaching ou tu l'as trouvé bizarre? À Dijon, moi, j'ai rien trouvé d'extravagant. Alors, à part le fait qu'il y ait Bernat relayeur gauche, qu'on avait déjà vu à Reims. Sinon, pour le reste, on avait Marquinhos, défenseur central. Bon, il a été décevant, mais on peut pas dire que c'était vraiment surprenant, ce choix-là, de l'aligner en défense centrale. On avait Diallo arrière gauche, c'est un peu la doublure. C'est la doublure de Bernat cette saison parce que Kurzawa est pas au niveau. Et au final, il y avait que Bernat relayeur gauche qui était pas un super choix et on n'avait pas trop d'autres alternatives. Même Gay a dû jouer alors que il était blessé, donc moi je pense que c'était pas trop envisageable de faire un milieu, par exemple Bernat, Paredes, Sarabia. Non, mais Ouais, vas-y. Non, mais vas-y, dis-moi. Vas-y, il y avait une alternative qui était toute trouvée pour mettre les joueurs à leur meilleur poste, c'est-à-dire Diallo central, Marquinhos au milieu et Bernat arrière à gauche. C'était juste ne pas mettre Paredes et mettre Sarabia au milieu. Oui, sinon, tu avais une possibilité qui était à partir du moment où tu ne peux pas vraiment jouer en 4-3-3 parce que tu n'as pas les joueurs pour jouer en 4-3-3, à ce moment-là, tu changes la disposition. Tu passes par exemple en 4-2-3-1 où tu pouvais trouver d'autres réponses. Pourquoi est-ce qu'il a voulu absolument garder son 4-3-3 en faisant des joueurs? Tu dis que Marquis
Ouais, mais Marquis est décevant depuis le début de la saison en centrale et il est satisfaisant au milieu et décevant depuis le début de la saison en centrale. C'est pas tellement une surprise qu'il fasse un match sans quand il est aligné en centrale, quoi. Non, mais après, le coup de dire pourquoi il a joué en 4-3-3 et pas dans une autre formation, bah, le 4-3-3, c'est un peu notre système qu'on voulait préparer pour le match de Bruges. Et surtout avec le trio qu'on a, c'est assez logique de jouer en 4-3-3. Ouais, mais Bah, quand je tu trouve changes pas, 5 joueurs, tu pour le coup, prépares pas grand pour chose. le coup, je trouve pas, ouais, tu vois, enfin, Bah, garder le en même fait, système en changeant complètement les joueurs, tu vas pas forcément faire rentrer les joueurs dans des habitudes. Et en l'occurrence, je trouve pas que là, on avait les joueurs pour jouer en 4-3-3. Alors après, il y a vraiment à prendre en compte le fait que Dijon était un match pré-Ligue des Champions. Et c'est relativement standard de se planter dans ces matchs-là. On n'avait jamais perdu avant la mais, Ligue des Champions sous Tourelle. ouais, mais c'est normal de faire des matchs un peu moins bien. Mais la problématique, c'est qu'après, contre Bruges, tu n'apportes pas une copie satisfaisante. Donc, inévitablement, on est obligé de relire Dijon en tant que match tel et le sortir de l'équation match pré-Ligue des Champions. non, mais pour moi, Ouais, vas-y, pardon. on a un trio offensif qui s'est démarqué en l'absence de Neymar, qui est Mbappé, Di Maria, Icardi. Et pour les mettre dans les meilleures conditions, c'est logique de les faire jouer en 4-3-3. Moi, j'ai du mal à voir un système en 4-2-3-1 avec Mbappé sur un côté, par exemple, ou alors Di Maria qui fasse encore plus d'efforts sur un côté. Et ce Enfin, milieu, pour moi, c'est... Ouais, tu voyais pas le milieu Marquinhos, Gay, Sarabia, tu voyais pas ce milieu, par exemple. Non, mais après, ça, c'est un autre point qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est qu'on aurait pu, Tuchel aurait pu mettre Marquinhos en 6 et enlever Paredes, mais tu vois, contre le dernier de Ligue 1, c'était quand même pas déconnant de vouloir donner un peu de temps de jeu à Paredes, et il est encore déçu. Bah. Mais moi, Mais si tu veux, avant le match, c'était compliqué de pas voir ça comme une occasion de donner du temps de jeu à Paredes. bah, ouais, Et oui, tu vois, oui. après... Juste pour dire sur un truc que tu disais, qui est, tu sais, que le 4-3-3, c'est avec les trois offensifs qui ont montré qu'ils marchaient bien ensemble. Ils ont montré qu'ils marchaient bien ensemble. À partir du moment où on était dans un contre-pressing et on faisait des récupérations hautes, et comme c'est des joueurs relativement explosifs, enfin, on a cet avantage-là. À partir du moment où tu es en train de changer fondamentalement la structure de ton milieu, et quand tu joues avec un Paredes, c'est pas du tout la même logique de jeu, tu peux pas t'attendre à avoir le même rendu devant, parce que tu vas pas récupérer les ballons de la même manière et tu vas pas impacter le jeu de la même manière. Et du coup, là où tu faisais travailler tes automatismes, enfin ton propos qui est de continuer à faire travailler des automatismes avec les trois devant, bah ça tient plus la route puisque le milieu ne va plus avoir le même rendement en fait. Mais ça, je suis d'accord avec toi, mais ça, après, avant le match, on pouvait pas le savoir. Là, on a des informations après le match parce que ça s'est mal passé. Ah, on sait que Ben quand on bricole ouais, beaucoup, c'est rarement bon. Mais non, mais on le n'a fait, pas bricolé beaucoup Il parce y a que... il y a 3 joueurs qui sont pas à leur poste clé du moment, qui sont à le, des postes qu'ils ont déjà joué, mais qui sont pas à leur poste de prédilection. et surtout qui ont été décevants à ces postes-là par le passé. Bernat en milieu, ça a déjà été essayé. Moi, c'est quelque chose d'ailleurs que je voulais voir essayer. Je pensais que ce joueur aurait été tout à fait capable de le faire. Mais pour l'instant, ça a toujours été un couac quand il était aligné. Bah oui, ça a pas marché contre Reims et là, il refait la même chose. Bah, moi, je suis d'accord sur Bernat, mais après, sur le reste, bricolage. Après, sur Diallo, je peux comprendre en plus. Oui, tu as besoin de faire travailler ta doublure, quoi. non, Ça, mais je au peux bout d'un comprendre. moment, tu peux pas tout le temps mettre le même 11. Bah, je suis d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi il ne fait pas jouer Cavani? Pourquoi dans ce cas-là, à partir du moment où les trois devant Mais pas pouvoir avoir ouais, la place des automatismes, pourquoi des Sarabia, surtout Sarabia, pourquoi des Sarabia, pourquoi Cavani n'est pas aligné? Alors Cavani, il peut y avoir l'argument de la défense. Mais ce que je veux dire, c'est, oui, tu as raison quelque part, c'est qu'il y a une certaine dureté dans le fait d'avoir vu le match et de juger le match après coup, alors qu'au début, on s'est tous dit, ah mais tiens, il aligne le meilleur 11 possible. Mais dans la manière avec laquelle il a disposé ses joueurs, on aurait pu attendre autre chose et on n'a pas compris. Et si tu veux, en plus, ça fait rebond vraiment avec cette proportion qu'a Tourelle de vouloir absolument que les joueurs puissent jouer à trois postes différents. Et tu as un peu l'impression après coup qu'il est dans sa certitude de vouloir faire jouer trois joueurs à leur poste différents, alors que s'il avait juste un petit peu rééquilibré, recentrant Diallo recentrant Diallo, refaisant passer Marquis en 6, voire à la limite en passant un milieu à 2, Marquis Paredes pour essayer quelque chose, et remettre Bernat à gauche, on aurait sans doute eu quelque chose de plus cohérent derrière.
Non, mais après, je pense que Tuchel, il est pas idiot. Là, il a fait le test, il a vu que ça allait pas marcher, ça nous donne une Il l'avait déjà information. fait ce test. Hein. C'est Il pas l'avait déjà Solskjaer, fait ce test. Hein. Bah, on Là, avait le milieu, il Bernat, avait fait le milieu Paredes, Bernat et Herrera qui avaient perdu contre Reims. ouais, ça change Bon, pas. ça avait enterré un peu Paredes, après il était bien revenu, et là il s'enterre encore. Bah, au bout d'un moment, ce joueur-là, on sait plus trop quoi en faire, quoi. Avant de te relancer sur Bruges, Kata, j'ai deux petites questions. Darius, toi, tu voulais parler du fait que Sarabia a disparu, je crois. oui, Et du coaching en cours de match de Tourelle à Dijon qui, alors que Paris est dans un temps fort, on a l'impression que les changements de Tourelle ont tué ce temps fort et que Paris, qui semblait pouvoir revenir, ne l'a plus fait. Il fait rentrer Kurzawa, il met Cavani, Icardi devant. Est-ce que pour vous, ce coaching était complètement contre-productif? vas-y, Kata, j'ai commencé tout à l'heure. Moi, j'ai pas trop compris ce coaching-là. C'est vrai que dans le coaching de Tuchel sur ce match-là, c'était pas très lisible. Enfin, moi, j'ai pas compris. Après, mais vous même voulez donner du temps de jeu aux remplaçants, encore une fois. plus que ce match-là, ça fait combien de temps que Tourelle n'a pas fait un changement de système, a fait une évolution dans la manière de jouer dans le match. On a l'impression que maintenant, les changements chez Tourelle, c'est systématiquement du poste pour poste. On a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a des problématiques dans le jeu. Et les seuls changements qu'il va faire, il va enlever un joueur à un poste pour mettre un autre joueur à ce poste-là, alors qu'il peut jouer avec des joueurs qui ne sont pas à leur poste. Enfin, c'est très difficilement lisible ce qu'est en train de faire Tourelle, et j'avoue que j'ai vraiment du mal à comprendre sur cette semaine. Et pour revenir sur Sarabia, dont tu parlais, et d'une manière générale, il y avait une vraie satisfaction dans le début de saison, c'est que tu avais l'impression que Tourelle avait réussi quelque chose qu'on n'avait pas vu en place depuis très longtemps au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire avoir un groupe de plein de joueurs qui sont concernés. Comme tu le disais tout à l'heure, Kata, Paredes avait été relancé. Il y a un Sarabia qui commençait enfin à devenir bon. Et on est passé de cette attitude où tout à coup on pourrait avoir un pool de, je sais pas, 15-16 joueurs à mettre systématiquement le même 11, à pas forcément faire rentrer avec les changements de tactique d'autres joueurs qui peuvent apporter d'autres réponses. Et on s'est retrouvé avec un Sarabia qui, typiquement, qui est vraiment le symbole de cette évolution où à la fois, dans un premier temps, on a réussi à élargir le groupe, et d'un groupe élargi, on est repassé à un groupe extrêmement restreint, et un Sarabia qui, alors qu'il commence à être bon, tout à coup se retrouve sur le banc et enchaîne les matchs sur le banc avec des mecs qui le remplacent, qui se rappellent Choupo-Moting. Tu as une explication, toi, sur le fait que Sarabia, sur les 5 derniers matchs, n'a pas débuté? Bah oui. C'est que Mbappé est revenu de blessure, donc forcément, Sarabia avait plus le même temps de jeu. Et voilà, je pense que Tuchel, lui, veut créer des automatismes avec ce trio d'attaque, voir un peu les limites de ça. Et je pense qu'il les a fait beaucoup jouer. C'est pour ça que Cavani aussi n'a pas joué. Ouais, mais regarde. Parce que je pense que. Ouais. Par exemple, Galatasaray, Mbappé sur le banc, c'est Choupo. Sarabia, boum, et il joue pas non plus les matchs où tu peux un peu tourner comme Dijon. Il a vraiment l'impression qu'il est complètement mis à l'écart d'un coup. Sarabia, tu peux l'envisager au milieu quand tu as des problèmes au milieu et que tu as ton milieu qui est incapable d'avoir un milieu haut. Mais ça, par rapport au milieu, moi j'ai peut-être un début d'explication. C'est que je pense que Tuchel, lui, il voulait, avec Paredes, en gros, il voulait construire un milieu autour de Paredes. Il voulait un milieu un peu de contrôle qui était Bernat, qui était plutôt à gauche, et il voulait un mec qui joue un peu au devant du ballon. En quelque sorte. Tu vois l'incohérence par rapport. Enfin, pour moi, l'incohérence avec le fait de vouloir installer les trois devant et préserver les automatismes, et tu changes complètement la structure du milieu. Tu peux pas. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Avec les automatismes de 3 de devant. Donc, dans ce cas-là, tu es en train de casser ce truc de vouloir installer les trois de devant et de vouloir travailler leur automatisme. Que c'est pas par bloc. Quitte à changer le milieu, autant changer l'avant pour que le trio de devant puisse mieux exploiter les qualités du milieu qui est mis en place. Lui, je pense qu'il fonctionne comme ça. Comme dit Basto, lui, je pense qu'il fonctionne par bloc. Il dit, bon, l'attaque, je veux la laisser. Et le milieu, il voulait mettre un bloc autour de Paredes et ça n'a pas marché. Ouais, j'ai compris ce qu'il voulait faire, mais dans la réalisation, ça n'a pas marché. Après, c'est pas non plus. Non, mais quand ça marche pas à la 30e, pourquoi est-ce que tu fais pas évoluer les choses, quoi? Tu vois, et en plus, faire évoluer les choses, ça demandait pas tant, t'avais pas besoin de faire de remplacement. Hein. Tu pouvais juste dire à Diallo de passer central, Bernat de passer à gauche, Marquis de repasser au milieu. Et enfin, t'avais besoin d'aucun changement. C'était juste un changement tactique. Mais pourtant, il essaye de faire un truc, ça marche vraiment pas. Ça marche pas sur la continuité. Alors, ok, 30e minute, c'est un peu tôt, je m'emballe. Mais ne serait-ce qu'à la 45e.
Et tu peux faire un changement tactique sans pour autant changer de joueur. Et là-dessus, il n'y a rien. On rentre Mais t'aurais mis qui au milieu? T'aurais mis Marquinhos, Paredes et Gay? T'aurais mis Marquinhos, Paredes et Gay au milieu? Ouais, il y a un petit problème. Il y a un petit Il y problème. a un petit problème là. Il faut que tu en sortes un pour faire rentrer un 8 parce qu'à partir du moment où tu joues en 4-2-3-1, enfin, dans l'idée, c'est pas un 4-2-3-1, c'est un 4-3-3, mais c'est juste que plutôt que de jouer avec un 4-3-3 avec une pointe basse au milieu, tu joues un 4-3-3 avec 2 pointes basses au milieu et un 8-10, quoi. Non, mais oui, je suis d'accord qu'il aurait pu être Mais- Sarabia par exemple. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Mais après, Mais t'as qu'un seul changement à faire dans ces cas-là. non, je suis d'accord avec toi. Par exemple, tu sors Paredes et tu mets Sarabia à la place, quoi. Voilà. Et tu mets Marquis en 6. Et tu fais jouer Gay en 6 à côté de Pour parler Marquis. de Sarabia qui est gardé, c'est vrai qu'il rentre même pas contre Dijon, je crois. Il y a Cavani, Kurzawa et Draxler. On a l'impression qu'il veut gérer le retour de Cavani. Draxler en lui donnant quelques minutes. Il veut mettre Kurzawa, il a jamais l'occasion de jouer, donc je lui donne mes quelques minutes. Mais du coup, c'est pas un coaching pour renverser le match, c'est un coaching de gestion de temps de jeu. Et je sais pas, c'est un peu l'impression de. Peut-être pas, c'est peut-être un peu fort, mais c'est un peu l'impression de je m'en fous de la Ligue 1 et c'est un laboratoire et j'ai un peu un manque de respect. Moi, ça, mais ouais, mais à la limite, toi, tu peux faire ça, mais dans ce cas-là, tu cartonnes contre Bruges. Le problème, c'est que tu n'as pas cartonné contre Bruges, du coup, ce match, tu Mais après Bruges, on va y revenir, mais Bruges, enfin, je veux dire, c'est pas non plus, c'est une bonne équipe, Bruges. Je veux dire, les matchs en Ligue des Champions, c'est des matchs difficiles. C'est une belle équipe de Bruges. Enfin, moi, je l'avais dit à l'aller, on les avait battus 5-0, c'est ce que j'avais dit sur le podcast. J'avais dit, Bruges, c'est une belle équipe. Et ils ont montré que c'était une belle équipe. Et voilà, s'ils avaient plus de talent, Bruges, ils pourraient faire mal à n'importe quelle équipe en Europe. Ils font bien tourner le ballon, quoi. C'est l'équipe la plus séduisante du groupe, j'ai trouvé. Dans le jeu, dans la tactique, dans la manière de vouloir jouer ensemble, dans la disponibilité des joueurs, dans la générosité des joueurs. C'est l'équipe la plus séduisante du groupe. Après, ça n'excuse pas le fait d'avoir eu plus d'occasions. Ils ont plus d'occasions que nous hier. Honnêtement, on s'en sort très bien. On va y passer direct derrière, c'est un peu aborder le sujet tout à l'heure, notamment sur la nouvelle fois l'absence de coaching de Tourelle, mais plus globalement, si tu veux rentrer tactiquement dans ce match, en quoi Bruges nous a posé des problèmes. Le coach a déclaré notamment qu'il savait comment poser des problèmes à Paris. C'est simple, quoi le plan le plan, il a été assez simple. Le plan, ça a été de bloquer complètement la relation de Marco Marchi, de privilégier une aile et de s'organiser par rapport à ça. Il n'y avait même pas besoin d'effectuer un pressing haut. Peut-être que d'ailleurs, s'ils avaient récupéré des ballons un peu plus hauts, ils auraient pu être un peu plus dangereux. Mais ça a été ça. Tu bloques Marco Marchi. Tu avais un Gay qui, en plus, faut pas lui tirer à boulet rouge dessus. Il est en retour de blessure. Mais un Gay qui, dans cette configuration de jeu, ne sert pas à grand-chose. Ouais, à partir du moment où Marco n'est plus libre de sa relation avec Marchi. Et voilà, ils nous ont complètement bloqués, quoi. Ils ont complètement bloqué en bloquant cette relation-là. Kata, toi, comment t'expliques notre match, on peut dire raté, on va dire notre match pas maîtrisé, du moins? Moi, j'explique ça par le fait que Bruges, c'est une belle équipe. Ils ont mis les mêmes ingrédients qu'au match aller. Ils nous ont pressé haut. Après, nous, on arrive à mettre un but. Bon, et après, on n'a pas pu mettre plus de buts et les prendre en contre. Eux, ils nous ont bien pressés. Ils ont été beaucoup plus menaçants qu'au match aller. Ils ont été beaucoup plus concrets. Là, leurs ailiers nous ont fait beaucoup plus mal qu'à l'aller. Et non, enfin, pour moi, c'est une belle équipe. Après, on gagne. On gagne. Globalement, moi, je trouve qu'on a manqué de maîtrise. Mais globalement, au niveau du caractère, on a su répondre, à part le dernier quart d'heure où j'ai trouvé qu'on était fébrile. Mais sinon, pour moi, sur 75 minutes, même si on n'avait pas la maîtrise au niveau du jeu, on a quand même été solide. On n'a pas été. Il y avait beaucoup de déchets techniques quand même. Hein. Il y avait du déchet. Beaucoup d'approximations dans les passes. Et on n'avait pas les passes. Pour revenir sur Bruges, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est ils ont clairement identifié Mbappé comme un danger après le match aller. Et hier, Mbappé, il était jamais tout seul. Jamais tout seul. Ils ont vraiment su, sans pour autant perdre les petites équipes, organiser une défense sur l'homme Mbappé. Et j'ai trouvé ça très fort. Non, mais même Mbappé, quand il était en 1 contre 1, il a pas réussi à faire des différences individuelles. Il avait du mal. Ça, c'est un peu plus gênant par contre. Enfin, moi, je trouvais que son match très moyen. Quoi. Et il n'a pas du tout participé au repli au pressing hier. Je crois qu'il a dit 2 sprints, 3 fois manque d'Agba, 2 fois manque d'Imara. Et 3 offensives. Ouais. Sans parler de pressing, même ses replis étaient à la limite. Le repli des 3 de devant,
Di Maria, il a quasiment rien fait, en repli def, alors que d'habitude, c'est quand même un point fort de joueur. Là, il n'en a pas fait. Mbappé, il en a fait comme jamais. C'est-à-dire que, enfin, il en fait à chaque fois, il n'en fait jamais. Et Icardi a pas fait grand-chose non plus. Après, Di Maria, il était dans un rôle un peu particulier parce qu'il était un peu plus en 10 dans le cœur du jeu. Ouais. Et du coup, il faisait moins les replis sur les côtés, mais il était précieux. Sur le but, par exemple, c'est Di Maria qui est bien trouvé entre les lignes, qui décale Dagba sur le centre. Donc, ouais, peut-être c'est Non. un début d'explication. Après, il a beaucoup raté quand même, Di Maria. Oui, mais il a beaucoup raté, mais Kata a raison, ça reste un des joueurs qui a le plus proposé Quand le milieu n'avance pas et que tu as offensivement. un Et Gay qui est complètement à la plaque, oui, Di Maria, il t'as, va t'as, faire ce rôle t'as Marco. d'intermédiaire. Moi, je t'ai trouvé d'une manière générale, je trouvais dans la presse et d'une manière générale, des appréciations sur Marquinhos bien trop dur, dans le sens où c'est un des rares à avoir proposé des récupérations hautes, mais la problématique, c'était la statisticité d'équipe, c'est-à-dire qu'il faisait une récupération haute, il faisait une récupération avançant, il faisait une passe. Et là, le mec qui se retrouvait avec la passe, bah, soit il faisait 3 touches de balle, soit il n'arrivait pas à trouver un Bah, offensif, et c'était assez pauvre. la Mais, première combinaison dans les 30 mètres adverses, c'est à la 45e. C'est vrai que derrière, sinon, c'était un peu Mbappé ou Di Maria qui essayait d'y aller tout seul. Et sur le coaching, toi, t'en as parlé déjà dans la Scata, pareil. T'as pas eu l'impression que Tourelle était un peu spectateur de ce match, le fait qu'il réagisse pas, qu'il change pas, par exemple, ce milieu qui était en difficulté avec la relation Marquinhos-Verratti coupée et qui passe que Non. Lloris pour poste. En fait, ce qui aurait été un peu naturel, c'est de faire rentrer Herrera à la place de Gay. D'une ouais. part parce que Gay était crevé, hein, on voyait vers la fin. Là, juste avant qu'on se prenne le penalty, Gay est en position de 6 et je vois il est un peu paumé. Enfin, les courses qu'il faisait, il les faisait plus. Enfin, on voyait vraiment ce joueur qui était épuisé. Et c'est bien normal vu le protocole de reprise qu'il a eu. Et oui, hein, ça aurait été peut-être naturel de faire rentrer Herrera à la place de Gay, mais il me semble que Herrera Ouais, c'est ce qu'on vient était d'apprendre. blessé. C'est ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Mais il était Déjà, Herrera, il était incertain avant le. Il était même pas sûr d'être dans le groupe. Ok. Et Paredes était pas dans le groupe parce qu'il était malade. Donc au final, au niveau des options, elles étaient assez réduites pour remplacer au milieu, quoi. Enfin, on n'avait pas beaucoup d'options. On avait Herrera et Paredes sur le flanc. Bah, sinon, tu peux tenter Sarabia en 8, ou Draxler, mais Draxler, il est en retour Ouais. en crise, donc c'est pas la peine. Donc, moi, j'aurais tenté Sarabia à sa place, mais, Ouais. mais Moi, pareil, j'ai pas trop c'est compris. Ouais, pardon. c'est l'absence de réaction. C'est-à-dire que tu vois que ta rampe de lancement qui est déjà est très limitée et complètement bloquée, et tu laisses en l'état, quoi. Tu essayes rien. Alors après, peut-être que là, on n'est pas capable de voir, mais peut-être que tu peux tester quelque chose, même que nous, on n'imagine pas, mais au moins essayer quelque chose, pas rester en l'état et pas ne rien faire par rapport à ça. C'est ça qui était quand même vachement perturbant hier, quoi, au niveau Mais du... là, il avait aucune bille sur le banc, quoi. Parce que, ok, enfin, moi j'aurais peut-être sorti Gay pour mettre Paredes ou Draxler. Sarabia ou Draxler, tu veux dire, non? Paredes, c'était C'est à ça. ça, Pardon, Sarabia ou Draxler. Mais bon, après. Non, t'as aucune garantie, mais en soi, ce qui était sur le terrain t'offre aucune garantie et tu n'avais aucune marge de progression, en fait. C'était Il a pas... privilégié un peu l'aspect continuité, l'aspect équilibre, même si c'était pas top. Il s'est dit, je préfère garder ça plutôt que de faire rentrer quelqu'un qui est pas tout à fait dans l'esprit et déstabiliser toute l'équipe, quoi. On a beaucoup parlé du milieu qui était en difficulté hier. Est-ce que ce milieu n'a pas affiché ses limites hier soir? Est-ce que ce milieu n'est pas, en fin de compte, assez limité dans ce qu'il peut produire, Kata? Non, moi je trouve que c'est quand même sévère parce que, comme j'ai dit, Gay, il était très loin de son 100%. Et je pense que Gay, on aurait pu le trouver plus intéressant justement pour aller presser Bruges et pour un peu leur rendre la monnaie de leur pièce dans ce domaine-là. Et là, vraiment, il n'était pas à 100%. Donc quand il n'est pas à 100%, physiquement, il devient un peu utile. Donc ça aurait été intéressant de mettre Herrera. Et là, j'ai mieux compris les remarques que vous aviez fait par rapport au profil des deux joueurs, où Herrera est plus un joueur de contrôle et Gay est vraiment plus un joueur qui va au pressing et qui a du mal à participer à la construction du jeu. Ça, je l'ai bien vu contre Dijon. Après, là, il faut pas être trop sévère avec Gay. Et Marquinhos aussi. Marquinhos est dans une très mauvaise période depuis qu'il est rentré de la trêve internationale.
Donc, ouais, c'est Bon, trop tôt pour juger bon, les limites de ce milieu. moi, j'ai juste envie de défendre Marquinhos parce que c'est vrai que défensivement, on avait l'impression qu'il servait un peu à rien, mais pourquoi? Parce que Bale ne passait que par les ailes. En fait, Bale, offensivement, passait très peu dans la zone de l'axe. Dans nos 40-30, ils étaient très, très, très peu dans l'axe. Il passait beaucoup par les ailes. D'ailleurs, Bernat a pris un bouillon absolument terrible. Bernat se recentrait pour venir aider Verratti Ouais, parce ouais, que la relation était mais coupée et du coup il s'écartait sur l'aile. Ouais. à l'arrivée, il a pris un bouillon terrible sur son aile. Mais pour Marquinhos, donc ouais, il était pas très visible, mais il a essayé tant bien que mal. Il a été relativement précis dans ses récupérations. Il a fait des récupérations qui étaient très intéressantes. Et pour moi, la problématique, c'est vraiment, ça a été la mise en place tactique par Bruges qui était très au point et qui bloquait complètement. C'est-à-dire qu'une fois que Marquinhos avait la balle, il ne pouvait pas la placer il ne pouvait pas la passer à Marco Verratti. S'il ne peut pas la passer à Marco Verratti, tu avais Gay qui était 20 mètres parce qu'il a été 6 de 30 ans, mais le plus souvent, il était très haut sur le terrain. Donc Gay qui n'était pas trouvable. Et effectivement, il était en difficulté, mais il n'était pas en difficulté à cause de son niveau. Et pour répondre à la. Enfin, en tout cas, c'est ma lecture. Et pour répondre à la question, est-ce que ce milieu trouve sa limite? Je suis pas sûr qu'un Gay en forme aurait été vraiment une. Alors, bien sûr, ça aurait été mieux. Mais en soi, à partir du moment où tu bloques les deux techniciens du milieu, parce que Marquinhos est quand même relativement technique, que tu bloques la relation entre les deux techniciens du milieu, tu auras un énorme problème de relance avec cette équipe. Ce milieu-là, il est parfait pour faire du contre-pressing. Il est parfait quand l'équipe adverse va chercher à avoir un peu de maîtrise. Mais à partir du moment où tactiquement, tu attaques la relation un petit peu comme à l'époque, il fallait attaquer la relation Mota-Verratti. Là, quand tu attaques la relation Marquis-Marco, on est privé vraiment de notre capacité à sortir du milieu pour aller chercher les premiers mecs qui sont un peu devant. Quoi. C'est vrai que c'était un peu ça avec Matuidi qui n'avait pas cette maîtrise. Et je pense que ce milieu est très intéressant, il nous offre des garanties, il nous offre des garanties dans certaines situations, mais il faudrait qu'on sache, et je pense qu'il est impératif qu'on apprenne aussi à sortir de ce milieu les fois où il faudra, parce que tactiquement, il faudra apporter une autre réponse. Et j'ai l'impression que pour l'instant, ce milieu n'est pas capable d'apporter des réponses face à toutes les tactiques qu'on peut nous proposer. Kata, tu veux rajouter quelque chose? Bah non, mais l'alternative à ça, c'est Herrera. Après, ça sera une concurrence entre Herrera et Gay. On verra Mais j'ai pas le choix. si Gay est en forme et arrive à être performant dans les gros matchs, il part avec une petite longueur d'avance. Après, si on voit que ça marche pas, on mettra Herrera. Après, on n'a pas beaucoup de cordes à notre arc. Je sais pas si peut-être en mettant un milieu type Sarabia ou Draxler, si ça serait beaucoup mieux. Donc c'est à tester, mais je pense que Tuchel va tester ça. Mais il faut l'essayer pour le savoir. Pour l'instant, on va essayer. Ouais. Mais après Draxler était pas trop en forme. Ouais. Et Sarabia, il l'a pas encore testé avec Marquis et Verratti, si je me trompe pas. Non, il l'a pas fait. Non. Donc on verra. Dernière petite question. Chaque équipe est forcément dépendante de son physique, mais est-ce que Paris ne l'est pas trop? Est-ce que Paris n'a pas besoin que tous ses joueurs soient vraiment à fond pour vraiment pouvoir exister dans le système Tourelle et Dreyas? Je pense que ça, c'est particulièrement vrai. Tu touchais tout à l'heure, Kata, c'est particulièrement vrai pour un profil à la Gay, qui va baser son jeu sur la répétition des courses à haute intensité. Et qui, pour lui, c'est essentiel. Dès que Gay a une petite baisse de physique, il a beaucoup plus de difficultés à être utile. Mais je pense que non, parce que je pense que les autres joueurs ont des capacités techniques. Nos limites à l'heure actuelle, pour moi, elles sont tactiques. C'est-à-dire que pour l'instant, on a une tactique qui fonctionne, mais qui est extrêmement basique. Et ouais, moi je vois plus une limite tactique qu'une limite physique par rapport à notre équipe, sauf pour le cas Gay qui est un cas particulier, mais c'est le seul, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est aussi intéressant à Paris et aussi important dans l'effectif, c'est le seul avec ce profil-là qui a un jeu qui est basé que sur les hautes intensités. Il y a Alexis de Culture qui disait que le système défensif, notamment Sylvain Kimpembe, était dépendant d'une vraie équipe qui est très forte au pressing et qu'il n'a pas un style de défense marquage ou zone. C'est pas un style très mixte et dès que l'équipe est moins bien, la défense tout de suite s'en ressent. C'est normal à partir du moment où ça passe comme ça veut par le milieu. Oui, mais il y a des systèmes qui sont faits, même si tu es moins bien, ils vont être placés par le placement. Le milieu va pas jouer de la même manière et le milieu est prêt à se rabattre, ou si c'est complètement différent. Bah si, parce que c'était tout le système défensif est dépendant d'une forme physique optimale de tous les joueurs. Et dès que tu en avais un ou deux moins bien, on subissait beaucoup plus. Peut-être. Moi, je crois que pour moi, c'est une limite tactique. Mais... Ok, Kata, as-tu quelque chose à rajouter?
Après, moi, je pense que la grande tendance de la Ligue des Champions ces dernières années, c'est d'avoir des équipes avec un gros physique, hein. On voit Liverpool qui a gagné, le Real, City, c'est des équipes très physiques. Donc, moi, je pense qu'en Ligue des Champions, de toute façon, là, il n'y a aucune équipe qui survole avec un milieu qui fait bien tourner la balle. Il n'y en a aucune là. Peut-être City, mais là, ce qui a été montré là, ces dernières années en Ligue des Champions, c'est que un peu avec la lutte symbolique entre City et Liverpool, c'est que le pressing a pris le pas sur les équipes qui faisaient tourner le ballon et que il n'y a vraiment pas d'équipes qui peuvent se targuer de jouer tranquille en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, de toute façon, là, ça sera un combat à chaque fois et du coup, moi, j'y crois pas au fait qu'on puisse jouer en étant un peu moins bien. C'est pas possible en Ligue des Champions d'être performant quand on n'est pas performant physiquement. Après, c'est rare d'avoir tout le 11 dans la même forme physique. Mais oui, c'est vrai Oui, que mais après, ils sont gegenpressing, intensité. C'est les mots actuels. Un petit mot sur peut-être les deux matchs de Kimpembe là, qui est un peu moins bon. Le Kata, on sait que tu l'as beaucoup attaqué. Derrière, je comprends ce que voulait dire Kata sur certaines phases. Oui, je comprends. Après, il y a la problématique de la complémentarité. Et effectivement, et on en revient à l'argument que tu étais en train de mettre en avant, la Kata, du physique. Mais la complémentarité, et c'est vrai que quand les trois sont en bonne forme, Marquis, Silva et Kim, chacun a un rôle précis. Et il y a le fameux tweet Julien Mormon avec la vidéo où il explique le rôle de chacun. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Mais dès que le milieu est en difficulté, oui, tu te retrouves à prendre l'eau un peu partout. Et c'est vrai qu'hier, on peut taper sur Kim qui a vraiment été en dessous, très très en dessous défensivement. On peut noter que Silva n'avait pas été aussi impérial que d'habitude, mais même si Silva a été mieux défensivement. Par contre, Kim est le central, et c'était un défaut qui était récurrent aussi hier, c'était des centraux qui étaient trop passifs. Et s'il y en a un qui a essayé de sortir de sa zone de confort et qui a essayé d'apporter, de casser la première ligne, voire même il y a un moment, j'ai pas compris, il s'est retrouvé en dehors de situation de corner, hein, il s'est retrouvé ailier gauche qui a essayé d'apporter quelque chose, c'est Kimpembe. Donc je vais pas complètement le descendre sur hier, même si c'est vrai que défensivement, il a été clairement en dessous. Et après, Dijon, je me souviens plus bien, mais je crois que Dijon, ça a été sa prestation la pire depuis le début de la saison. Ouais, il a eu une phase de bien et il a de nouveau une phase de moins bien. C'est un joueur qui a vraiment du mal avec la constance et un jour, il va falloir qu'il le règle s'il veut progresser parce que ça commence à devenir Kata. moi, j'ai pas envie de lui jeter la pierre sur le match contre Bruges parce qu'au final, à part le penalty qui est pas de son fait, enfin, quoique il est dans l'action, mais au final, on n'a pas pris de but. Donc, c'est vrai qu'il a fait quelques approximations, quelques, quelques gestes approximatifs, mais on prend pas de but. Donc là, j'ai pas envie de lui jeter la pierre. Par contre, sur le match de Dijon, je l'ai trouvé catastrophique, quoi. C'est son pire match de la saison, je crois. Moi, contre Dijon, le trio Paredes, Marquinhos, Kipembe, franchement, c'était le cirque, quoi. C'était trois clowns, quoi. C'était ubuesque. Il manquait peut-être Kerrer aussi pour faire un quatuor. Arrière droit, les deux matchs de Dagba, t'en as pensé quoi Kata. Dagba, moi, je trouve pas top, mais on est bien forcé de reconnaître que défensivement, il est assez fiable. Et contre Dijon, c'est lui qui est à l'origine du but avec son centre. Donc ouais, moi je pense que bon, il revient aussi de blessure. Moi je pense pas qu'il ait un gros potentiel, mais au moins il a le mérite d'être là, il a le mérite d'être une solution pour nous à un moment où on a besoin d'un arrière droit. Avec les absences de Kerrer et Meunier, il fait le taf. Après, il n'est pas exceptionnel, mais c'est pas un danger pour l'équipe. Donc ça, c'est déjà bien. Drayas, hashtag, crois-tu encore en Dagba Alors, j'ai jamais cru en Dagba, c'était en Kim. Dagba, ouais, si, je l'ai défendu l'année dernière. Je me suis dit que s'il progressait, il serait peut-être un jour, il pourrait peut-être poster un Robé du Bure, puis après plus pour voir. Mais
Mais oui, là, on a un peu l'impression en fait que ce qui était des potentiels l'année dernière était peut-être son niveau max. Alors, comme vient de le dire Kata, il revient de blessure, faut peut-être être patient. Sur le match d'hier, c'est le match, alors on est encore loin du compte, mais je trouve que c'est le match offensivement le plus intéressant qu'il fait depuis le début de la saison. C'est encore très loin du minimum qu'il faudrait, mais il y a du mieux. Mais défensivement, oui et non, je suis d'accord avec ce que tu dis, Kata, dans le sens où il commet pas de grosses erreurs, mais il fait pas non plus de grosses différences. Et si ça commence à attaquer sérieusement sur son côté, il est régulièrement en difficulté. Et à l'arrivée, je commence à me demander si un jour il aura le niveau pour être doublure. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on l'ait prolongé aussitôt. On aurait peut-être dû attendre un petit peu, ne serait-ce On que le l'a mois de mai. prolongé? Prolongé. Ouais, ouais, il est prolongé là. Il est prolongé, il a signé 5 ans, je crois. Et on aurait Ah, peut-être dû attendre le mois d'avril pour le prolonger, parce il y a eu une petite emballade là, c'est dans le fait, ouais, c'est le joueur qui était l'année dernière, peut-être un jour aurait pu devenir doublure. Là, on n'est même pas sûr qu'il aura un jour le niveau d'une doublure du Paris En tout Saint-Germain cas, pour le poste de latéral. on sent l'enthousiasme de Qatar quand il apprend que Dagba a été prolongé. Ouais, ouais, non, mais bon, après, c'est c'est- pas non plus. Enfin, c'est pas non plus aberrant de le prolonger parce que, imaginons qu'on prend un latéral droit l'année prochaine titulaire. On a Kerrer qui peut être entre les deux, et puis c'est pas mal d'avoir Dagba en troisième position, quoi. ouais, mais C'est pas si mal. t'avais pas besoin de le prolonger au mois d'octobre, quoi. Tu pouvais attendre avril. Non, mais bon, comme j'ai dit, enfin, je pense, moi, c'est un joueur qui, pour être doublure, c'est un peu dur pour lui, mais pour être une troisième option, un peu comme il est là, ça a le mérite de. Ouais, imaginons que ça soit Kerrer la doublure, et Kerrer qui soit dans la rotation aussi en centrale. Avoir une doublure bis avec Dagba, c'est pas aberrant de le prolonger. Ouais, moi je C'est suis pas aberrant, quoi. dubitatif. Ouais, Donc, après, moi, je trouve qu'aussi c'est un peu précipité, mais bon. ouais, bah, on verra ce qu'il advient de Dagba. On va revenir sur Tourelle avec un petit débat philosophique, si on peut appeler ça. Tu as commencé à en parler, Darius, tout à l'heure. J'ai envie de te poser la simple question, Tourelle, pragmatisme ou conservatisme? T'as 2 heures. Bah, il est ni l'un ni l'autre, mais il est certainement pas pragmatique. C'est assez, chez Tourelle, ce qui dénote, enfin, on comprend pas toujours ce qu'il fait, quoi. Il y a des coachs comme Guardiola qui tentent des coups et puis après coup, tu dis, ah putain, c'est génial, tu n'y avais pas pensé, mais tu comprends pourquoi. Chez Tourelle, il y a des choses que je ne comprends toujours pas pourquoi. Donc voilà. Mais après, il y a quelque chose qui est à noter. Enfin, il a un petit peu le syndrome des champs, c'est-à-dire qu'il essaye un petit peu tout. C'est ce qu'il a fait la première année. Et une fois qu'il a trouvé un truc qui marche, ben, il va s'enfermer dedans. Le 4-3-3 reste immuable, même s'il change les joueurs. La recherche de certains automatismes reste immuable, même si les choses changent. Et à l'arrivée, il est tout sauf pragmatique. Il ne s'adapte pas du tout à l'adversaire. Il est incapable de réagir quand l'adversaire s'adapte à lui. Et ben, il est tout sauf pragmatique, quoi. Mais il n'est pas non plus conservateur. Enfin, c'est un mec incompréhensible qui j'ai l'impression, est psychorigide, qui s'accroche à ses idées et qui a vraiment du mal à les remettre en cause. Et je l'aimais pas beaucoup l'année dernière. Il me rassurait un petit peu en ce début de saison. Il recommence à m'inquiéter. Kata, peut-être que tu veux faire l'antithèse. Bah non, mais enfin, moi, je trouve. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas un entraîneur dogmatique. C'est-à-dire que c'est pas un entraîneur type Sarri, type un peu Guardiola, ce genre d'entraîneur, quoi. C'est-à-dire que lui, je le classerais plutôt dans la catégorie des pragmatiques. Ouais, Après, oui, après, il prend ses décisions. Des fois, on comprend pas toujours. Mais après, il faut pas oublier qu'il prend pas ses décisions seul. Il a un staff. Je veux dire, c'est un coach professionnel. Alors oui, des fois, on comprend pas trop après coup. Mais je pense pas que. Enfin, je pense qu'avant le match, il essaye de trouver des solutions au mieux. Après, là, on a eu beaucoup de blessures en ce début de saison. Je trouve qu'il remplit les objectifs largement qu'on lui demande pour le moment. C'est-à-dire qu'on est premier au championnat, on a fait 12 points sur 12. Et je me demandais depuis quand on n'avait pas fait un 12 points sur 12 en phase de groupe. Unai, il y a 2 ans. Non. Ok. c'est ça. Sur 15 avant de perdre Munich au retour, il me semble. C'est ça.
Ouais, donc c'est quand même au niveau des résultats, il est là. Et après aussi, pour rassurer un peu les supporters qui s'inquiètent, je veux dire, on est qu'en novembre, l'équipe va encore progresser. Là, c'est la première saison où on a un effectif globalement cohérent. Parce que l'année dernière, je trouve qu'on n'avait pas une base de travail cohérente. Donc là, il faudra un peu être patient. Et n'oublions pas aussi qu'on joue sans notre meilleur joueur qui est Neymar, qui peut débloquer aussi des situations. Donc voilà, je pense qu'il faut être patient. Tourelle fait aussi des tests et c'est normal qu'on en fasse. Ah, Contre le dernier du championnat, c'est logique. mais c'est Après, je trouve qu'il faut un peu être patient, quoi. pas tellement un test contre le dernier du championnat. C'est bizarre. Mais en soi, il reste sur son 4-3-3. Et je trouve que faut être patient, mais il y a quand même quelque chose qui s'installe, quoi. C'est-à-dire que tu vois, il installe un 4-3-3, puis depuis, il n'en déroge pas, il n'en déroge pas. Et alors, oui, mais tu vas faire rentrer Neymar, il va faire sortir qui? Quel nouvel équilibre à trouver? Est-ce qu'il va être capable de remettre en cause son 4-3-3? T'as pas l'impression, t'as l'impression qu'il y a quand même une certaine rigidité qui s'est installée chez lui. Après, quand tu parlais de pragmatique, pour moi, Guardiola, c'est vraiment un mec qui est pragmatique dans le sens où il va adapter son équipe. Il fait jouer son équipe, mais il va aussi adapter son équipe aux faiblesses de l'adversaire. Il va trouver des réponses par rapport aux problématiques que te pose l'adversaire. Et au fond, il va jouer pour trouver des solutions par rapport aux adversaires. Il n'est pas enfermé dans quelque chose. Et j'ai l'impression que Tourelle est enfermé dans quelque chose. Et justement, là où avant, on a vu en fait une marge de progression qui n'était pas tellement une marge de progression. On a tout de suite eu un saut qualitatif dans le jeu sans ballon avec le fameux milieu dont on parlait tout à l'heure, le 4-3-3 et le milieu dont on parlait tout à l'heure. Et on s'est construit des certitudes par rapport à ça. Et depuis, justement, je vois plus de progression. Je vois plus de la régression. Alors, ça peut s'expliquer par rapport à les blessures, mais on a déjà passé une saison entière, qui était la saison dernière, à expliquer les contre-performances et déceptions par les blessures. On va peut-être pas non plus expliquer toute la carrière de Tourelle par les blessures, quoi. Non, mais au milieu, l'effectif, il est quand même réduit. Si t'as pas Herrera qui est disponible, si t'as pas Paredes, donc il reste un joueur, moi, que je trouve qui est pas une vraie option, mais au bout d'un moment, au milieu, on n'a pas vraiment des choix de riches, quoi. Enfin, on est vite limité, quoi. On a 5 jours. L'année dernière aussi, on était limité au milieu. On était beaucoup plus limité l'année dernière au milieu qu'on l'est cette année. Cette année, on a 5 joueurs pour 3 postes. À partir du moment où on n'intègre pas des Draxler, des Sarabia, qui aussi pourraient jouer au milieu. C'est-à-dire que si on reste dans une logique de 4-3-3 avec des joueurs qui sont purement des milieux et ne sont pas des 8-10, on a quand même 5 joueurs pour 3 postes, qui étaient C'est vraiment... qui les 5? Je vois 4. Paredes, Gay, Marco, Marquis et, C'est les 4. et Herrera. Paredes, Gay, Marco, Ah oui. Marquis et Herrera. Et Ouais. on 5 Oui, oui, 5. c'est pas rien. L'année dernière, on s'est retrouvé des fois dans des situations où on n'avait qu'un seul milieu et Paredes, donc 2. Là, on en a 5 pour 3. C'est pas rien. Et mine de rien, depuis le début de la saison, si on regarde depuis le début de la saison, alors qu'on a eu pas mal de blessures, je crois pas qu'il y a eu un seul match où il a pu jouer un milieu à 3 sans un milieu. À chaque fois, il avait des milieux pour le poste. C'est-à-dire Marquis, Gay, Herrera. À chaque fois, il en avait au moins 3 de disponibles. Peut-être il y a eu un ou deux matchs où il n'en avait pas 3 disponibles, mais c'est que mine de rien, on a une. Alors, bien sûr, on pourrait avoir idéalement 6 joueurs pour 3 postes. Bon, on n'en a que 5. Mais à l'arrivée, comme en dépit des blessures, à chaque fois il a pu aligner des milieux, c'est qu'on a une profondeur de banc pour ce truc-là. Et moi, ce que je dénote, c'est un manque d'inventivité et le fait de justement de s'enfermer dans une logique où il n'y a que ces 3 milieux. Et même quand ça marche pas, ben, on continue de la même manière sans le remettre en cause. Et je vois pas justement de progression. J'ai vu un bon qualitatif et un bon qualitatif dans une logique, mais dès qu'il faut remettre cette logique en cause, eh ben, je vois aucune réponse. Je vois rien. Donc c'est ça qui me préoccupe. Jette-toi des lunettes. Non, mais après, moi, je trouve qu'au niveau, au niveau équilibre de l'équipe, c'est logique. Enfin, pour moi, je trouve que c'est logique de jouer en 4-3-3, quoi. Quand t'as un joueur comme Mbappé, qui est un joueur de côté, mais qui défend très peu, sachant que, enfin, en fait, c'est Mbappé. Enfin, je veux dire, on a nos atouts offensifs, on veut qu'il défende le moins possible. Donc, pour moi, c'est logique de jouer avec en 4-3-3 au final. Ça se tient, oui, ça se tient. Mais après, Enfin, je veux dire. quand tu as ton milieu qui peut plus fonctionner de telle sorte à alimenter les 3 de devant, tu as aussi une problématique et il faut aussi répondre à cette problématique. Et pour l'instant, on n'a pas l'embryon d'une réponse à cette problématique, quoi.
Non, mais après, il va faire des tests avec Draxler, avec Sarabia, les associer, On verra, les associer dans la rotation aussi, dans la discussion. on verra. J'y crois pas, mais on verra. Peut-être. Surtout sa phrase sur le trio qu'il voudrait installer. Définitivement, on va passer au deuxième sujet du jour, qui est donc Leonardo et Tourelle. On a déjà vu le lendemain de Dijon, Leonardo discuter avec Tourelle. On ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit, mais une petite discussion. Et surtout, hier, Leonardo, après le match, a réagi. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. C'était depuis la fin du mercato pour parler de Neymar. Et on lui a posé des questions sur Tourelle. Est-ce que vous pensez qu'il l'a défendu ou non? Tiens, peut-être mettre le lien pour en lire une partie. Tu veux lire, la partie qui te draillasse sur Tourelle? Alors, la partie sur Tourelle, c'est oui, c'était Bouffassi, Bouffassi qui lui demande donc si Thomas Tourelle est beaucoup critiqué avec la défaite sur Dijon et qu'en ce moment il y a plein de critiques qui sont en train de fuser sur Tourelle. Et alors je sais plus exactement comment il termine, mais Leonardo répond ceci: on le savait, on en a parlé et on sait que ce sera une saison difficile. On a commencé avec beaucoup de choses, il y en a encore beaucoup à régler et c'est évident. Il y a une préparation avec beaucoup de difficultés, beaucoup de blessures. On a eu malheureusement 8 blessures au cours du dernier mois, mais je pense que quand même, on est aujourd'hui premier en Ligue 1 avec 7 points d'avance et qualifié en Champions League avec 4 victoires. Le résultat est important et on est sûr que ce sera très difficile cette année. Ben, alors, après, il y a plein de choses à dire, mais la première chose à dire et pas forcément que sur cette partie-là, c'est qu'on peut voir dans la déclaration de Leonardo ce qu'on a envie de voir. Il y a quelque chose qui était assez notable, c'est ceux qui avaient envie de voir Tourelle est en danger, ont vu Tourelle est en danger en lisant l'interview, et ceux qui ont envie de voir que Tourelle était conforté ont lu que Tourelle était conforté en sortir de l'interview. On reconnaît du Leonardo pur jus, c'est un mec qui, à la fois, envoie des punchlines, mais en même temps, dit ce qu'il a envie de dire et ne va pas donner d'informations quand on fonde sa pensée. Ce qu'on peut noter, on peut noter deux choses. C'est la première chose, c'est que ça intervient juste après une victoire, plutôt que avant, plutôt qu'une conférence de presse. Enfin, il parle comme ça, et quand il parle comme ça, il est audible. Enfin, je veux dire, Tourelle a parlé après le match, mais personne n'a entendu ce qu'a dit Tourelle. Il n'y a que Leonardo qui a existé, limite en Europe, et je pense que tout le monde a vu cette interview. Et il le fait après un match où on a été laborieux. Et justement, sur la question sur Tourelle, à aucun moment il parle de Tourelle, en fait. Il va dire oui, alors on sait que cette année ça va être difficile, on a eu beaucoup de blessures, on a beaucoup de machins. Donc, à l'arrivée, on ne peut pas savoir s'il conforte Tourelle ou il enfonce Tourelle. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il ne défend pas Tourelle. Voilà, il ne le défend pas. Et je pense que si tu es Thomas Tourelle et que tu as lu un petit peu entre les lignes, tu ne sais pas. Potentiellement, tu peux être viré comme dans 3 jours, comme potentiellement tu peux continuer pendant 2 ans. Bah, j'exagère avec le 3 jours, mais c'est du Léo pur jus. Et après, quand on le relance, là, il nomme Tourelle, c'est pour dire il était là avant moi. Oui, Ça, oui, donne pas d'informations. ouais, voilà, il dit en gros, Tourelle m'a été Il imposé, n'y a quoi. ni attaque frontale, ni défense Non. catégorique. Et sur la petite discussion qu'ils avaient eue, toi, c'était une scène qui t'avait fait Bah ouais, marrer. ça m'a amusé. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a amusé? C'est qu'on voit un Thomas Tourelle un peu surexcité en train de parler à Leonardo, puis Leonardo, à un bout d'un moment, il se retourne et là, Tourelle l'attrape par le bras. Enfin non, Tourelle attrape Leonardo qui se retourne par le bras et Tourelle recommence à gesticuler dans tous les sens. Et t'as un petit peu l'impression de voir un mec qui veut pas laisser partir une nana et qui lui dit non mais écoute, s'il te plaît, écoute au moins cet argument. Enfin, il y avait une relation assez étrange entre les deux, assez amusante. Mais il y a une chose à dire sur Léo, indépendamment de ce qu'il a dit, on était tous avec un petit peu une satisfaction avec le match d'hier, parce qu'il faut quand même le dire, on est qualifié, on est quasiment premier. Il faudrait vraiment un peu de circonstances extraordinaires pour qu'on ne soit pas premier. Encore une fois, si on perd que de 2-0 contre le Real et qu'on fait match nul contre le Galatasaray, on sera premier du groupe. Donc au niveau du résultat, c'est très satisfaisant. Mais au niveau du jeu, c'était extrêmement décevant. Et on était tous un petit peu avec un peu une gueule de bois. Et là, t'as Léo qui parle, qui envoie ses punchlines sur Platini, qui envoie ses punchlines sur Zidane, qui défend le club, qui en même temps et avec tout, avec une coquinerie, avec une élégance. Et ça a été un vrai moment de la soirée. Tu retrouves du Paris, quoi. Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir, cette interview. Elle m'a fait du bien. C'est vrai que nous, on a retrouvé le sourire à la fin du match. On était un peu blasé quoi, de la performance. Ça nous a un peu égayé notre soirée. Est-ce que tu as vu l'interview? Est-ce que tu l'as lu? Et qu'est-ce que toi, tu en penses? Non, mais après, j'en pense pas grand-chose, mais je pense que si tu es dirigeant du PSG ou directeur sportif, bon, après, à ce moment-là de la saison, avec les résultats qu'on a eus, tu es content. Je veux dire, tu as 12 points, on vient de se qualifier pour,
C'était plus subtil que ça. Ouais. Non, mais Tu sens pas qu'il était content. Tu sens pas qu'il était mécontent, mais tu peux pas dire qu'il était content. non, mais je veux dire, dans l'absolu, un dirigeant du PSG Oui. est content. Je veux dire, on s'est quand même qualifié pour les huitièmes. On risque de finir premier du groupe. Après, je pense que Leonardo, il garde toujours un peu la pression sur le groupe et sur l'entraîneur et sur les joueurs. Voilà, pour les maintenir concernés, parce qu'il veut pas que le traumatisme en février se reproduise. Mais voilà, après, moi, je pense pas qu'il ait de tension comme il pouvait y avoir avec Antero entre Leonardo et Tuchel. Enfin, moi, je pense que ça va bien. Enfin, je pense que les relations sont bonnes. Et voilà, de toute façon, à chaque fois, le coach au PSG, il sera jugé sur la Ligue des Champions. Et voilà. Après que les relations soient bonnes, mais on sait par exemple Comboiré, avant d'être éjecté, a toujours dit que les relations avec Leonardo avaient toujours été très bonnes et que même jusqu'à la fin, ça avait été très classe. Et tu peux Ouais. pas savoir vraiment ce que pense Leonardo. Ouais, Léo, c'est. Non, mais après, là, on n'est pas sur le même calibre, quoi. C'est-à-dire que Trop, là, quand il parle, donc il veut toujours faire passer des messages sans rien dire, ou le contraire, ne rien dire en disant des choses, c'est compliqué à non, savoir. mais je veux dire de manière rationnelle. Si tu as l'occasion de faire Ancelotti, c'est normal de remercier Camboire. Oui, bien sûr, mais moi j'étais d'accord sur cette décision. Enfin, tu vois, et tu vois, même Camboire, je pense, trouve ça logique. Là, si on peut faire venir Guardiola, bon, je pense que Tuchel, on va y réfléchir à 2 fois quand même. Après, si c'est pour faire venir Mourinho ou même Allegri, je pense pas que le PSG va prendre le risque de virer Tuchel pour ce genre de coach, quoi. Ouais, après. Même si on peut penser qu'ils sont meilleurs ou Frérot pas, aime bien mais pousser avec ses hommes, généralement. Après, ouais, et d'ailleurs, ouais, et ça, et la déclaration, il était là avant moi, et t'as un peu l'impression, j'apprends à travailler, t'as un peu l'impression, bon, il faut que je m'adapte, ça m'a un peu imposé. Mais je voulais revenir sur un truc que t'as dit, Kata, et tu sais, où tu disais être dirigeant du PSG, tous les critères sont remplis, on a checkbox numéro 1, elle est checkée, checkbox numéro 2, elle est checkée. J'ai envie de dire pas tant que ça. Déjà parce qu'il y a quelque chose qui fait très tâche cette saison, c'est 3 défaites, mine de rien, 3 défaites en 12 matchs, c'est la première fois que ça arrive sous QSI. On avait déjà eu autant de matchs nuls, mais on n'avait pas eu 3 défaites. On a alors, des défaites contre des 20e, on a peut-être déjà fait ça. Mais les défaites sont allées plus loin que ce que c'était allé les autres fois. Et la deuxième chose pour laquelle je ne suis pas d'accord, la deuxième raison qui fait que je ne partage pas complètement cet avis, c'est le fait que quand tu es dirigeant du Paris Saint-Germain et que tout va bien en novembre, bah, tu as appris à ne plus être rassuré en fait. Parce que tu as appris que c'est pas parce que tu avais construit des certitudes en novembre que ces certitudes vont être confirmées en février. Voire même, c'est pas parce que tu as appris que tu avais construit des certitudes en février qu'elles vont être confirmées en février, le fameux épisode de Barcelone. Mais le truc qui se passe, c'est qu'on n'est pas en train de construire une équipe qui est dans la durée, c'est-à-dire qui est capable dans la durée de continuer à faire mal aux adversaires. On a une équipe qui a des soubresauts, qui a encore cette capacité de faillite mentale. Et je ne pense pas à l'heure actuelle que les dirigeants soient rassurés parce qu'une équipe qui a des faillites mentales comme ça, contre un 20e de Ligue 1, contre un machin, contre un truc, contre un bidule, où à chaque fois, eh ben, c'est pas une équipe qui t'offre une garantie et qui te dit tiens, ils vont être incapables de refaire ce qu'ils ont fait contre Manchester United. Hier, j'ai l'impression qu'on avait peur de gagner contre Bruges. Je pense pas qu'ils soient rassurés. Je pense pas qu'ils soient rassurés. Je pense pas que les éléments qui se passent à l'heure actuelle, il y a eu un moment où c'était très rassurant. Il y a eu un moment qui était très rassurant et comme quoi la culture du résultat a une influence sur tout le monde. C'était jusqu'à il y a une quinzaine de jours et ça recommence à devenir un petit peu inquiétant, mine de rien, au vu des productions qu'on fait et au vu de notre capacité à retrouver goût aux faillites mentales. Mais Dreyes, mais même si c'était rassurant là, est-ce que ça va augurer d'une bonne continuité dans la Ligue des Champions? Je veux dire, mais parfois on était plus rassurés que là, et c'est pas pour autant qu'on s'est pas planté, quoi. On a jamais, même, enfin, l'année, oui, et d'ailleurs, et sous Carlo, c'est l'année où on est le moins ridicule. Mais tu vois, l'année Emery, le 4-0, c'est la première partie de saison, il y a des couacs, il y a des machins, il y a des trucs qu'on n'a jamais été. C'est encore pire que là. Hein. Oui, mais oui, je sais. On n'a jamais, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est qu'on n'a jamais été complètement rassuré à ce niveau-là. On n'a jamais vu une équipe qui était capable d'aller gagner en dépit de tout. On n'a jamais eu ça.
On n'a jamais eu ça. Et En 2016, un peu quand même. je 2015-2016, on avait une belle équipe quand même. Je finis juste par rapport à ce que tu disais. pardon. L'enjeu pour moi, c'est pas forcément, tu n'as aucune garantie qu'au mois de février tu vas passer, tu n'as aucune garantie que tu vas passer ton huitième de finale. Mais par contre, c'est essayer de construire des garanties pour que ce qui se passe au retour de Manchester United ne se produise plus. Et ça, par contre, c'est peut-être possible d'y arriver en insufflant un autre état d'esprit. Et je ne pense pas, à l'heure actuelle, que l'éventualité que l'équipe ait une faillite mentale, comme elle a pu le montrer qu'elle est par le passé, je ne pense pas qu'on est rassuré là-dessus. Et du coup, je ne pense pas que l'équipe dirigeante soit rassurée sur ce point au vu de notre situation, même si effectivement on a checké toutes les checkbox, mais il y a 3 défaites, ça fait tâche en aussi peu de matchs, ça fait un match sur 4 qu'on perd, c'est beaucoup, et il y a cette espèce de cyclisme dans la cohérence mentale, dans la cohérence de l'envie, dans la cohérence de l'intensité, qui fait que pour moi, non, on peut pas être rassuré, quoi. Si je peux répondre à ça, moi, tu veux que je te dise ce qui me rassure, Drayas, et ce qui te donne de l'assurance pour faire une bonne saison. Pour moi, en Ligue des Champions, c'est une chose, c'est le mercato. Si tu fais un mercato pourri comme on a fait l'été 2018, et on a toutes les chances de se planter. Là, on a fait un mercato cohérent, tout de suite, on voit le saut qualitatif qu'on a fait par rapport à l'année dernière. Donc moi, je pense qu'il y a encore des zones d'ombre au niveau de comment l'effectif est construit. On n'a pas vraiment toutes les rotations au milieu, et sur les latéraux. Et je pense que moi, personnellement, en tant que supporter, c'est ça qui me rassure. Moi, c'est le mercato. Je pense que quand on aura un effectif un peu plus cohérent, on aura enlevé quelques zones d'ombre qui sont le poste de 6 et les latéraux. Moi, je serais déjà plus rassuré parce que je pense que Tuchel, certes, il fait des expérimentations, mais je pense qu'il est assez cohérent dans les plans de jeu qu'il propose. Et je pense que même s'il fait des erreurs, il va finir par converger vers un truc qui se tient. Je pense que là, on peut pas faire le procès à Tuchel. On peut pas dire qu'il n'ait pas progressé entre l'année dernière et cette année. Moi, quand même, je vois une évolution. Là-dessus, oui, mais on est d'accord. Voilà, donc c'est ce que je après, disais tout à l'heure, c'était un saut qualitatif d'un coup où on s'est construit une certitude, mais mine de rien, ces certitudes, on a du mal à la faire vivre maintenant, hein. Depuis 15 jours, moi, je pense que ce coach-là, si tu lui limites un peu des zones d'ombre et que tu lui donnes des joueurs, par exemple un Emre Can, qui est pas une référence non plus au poste, mais qui sera une meilleure rotation que Paredes, ou un vrai latéral de métier au lieu de Kurzawa, par exemple. Je pense que déjà sur ces deux postes, si on fait un mercato cohérent en hiver, qui sera pas un mercato pharaonique, mais juste pour corriger ça, déjà moi je serais plus rassuré. Et je pense que Tuchel, il a un petit côté savant fou, mais je pense qu'il finit toujours par converger vers ce qui est le plus cohérent. Donc moi je m'inquiète pas par rapport à Tuchel. Sincèrement, j'espère que tu as raison sur Tourelle. Et pour te dire, moi, ce qui me rassurait, ce serait dans la mentalité, c'est tu as le droit de te rater, mais tu as le droit de réagir aussi quand tu te rates. Et tu as le droit de diminuer les fois où tu te rates quand tu rentres dans les matchs. Et mine de rien, la séquence de 2 matchs qui vient d'arriver vient de nous illustrer ça, c'est qu'on on a toujours ce côté cyclique où un jour on y est, un jour on n'y est pas. Et, euh, et, euh, et moi, ça me perturbe justement par rapport à février-mars. Mais je ne souhaite qu'une chose, c'est avoir tort. Pour Tourelle, c'est vrai qu'il y a une part de je comprends pas. Par exemple, typiquement ce qui s'est passé contre Dijon, j'étais très content quand j'ai vu le 11, quand j'ai vu comment il était aligné, j'ai rien compris. Et j'ai rien compris avant et surtout j'ai rien compris après. Donc c'est voilà. Mais ta conviction, si tu peux avoir raison, je signe. Mais après, c'est vrai que par rapport à Tourelle, on peut pas nier qu'il y a une part de tout ou rien, quoi. C'est-à-dire quand ça se passe bien, ça se passe très bien, et quand ça se passe mal, Mais il est incapable de se remettre en cause quand ça se passe mal, quoi. Il va pas remettre en cause ses acquis quand ça se passe mal. Il va pas chercher des nouveaux trucs. Tu vois, c'est ça qui est. C'est vrai que nos 3 défaites, Dijon, Reims, Rennes, on est dans la difficulté, on est mené, on n'arrive pas à renverser le truc, quoi. Alors que quand on mène, comme le Real assez vite ou contre Marseille, derrière, tu peux dérouler. Donc il y a effectivement cette impression de tout ou rien, comme tu le dis. Moi perso, si je peux donner mon avis vite fait,
Je suis pas aussi optimiste que Kata dans la bonne et due forme que pour moi, il n'y a pas de certitude dans cette équipe, si ce n'est peut-être qu'on a un grand gardien, ce qui fait aussi les diffs. Mais je vois pas de certitude dans l'idée défensivement de temps en temps. C'est quand même mieux, c'est quand même plus solide, mais je vois pas de réelle certitude et une vraie force se dégager de cette équipe. Donc je suis dans le flou. On a cru à un moment qu'elle allait venir, mais elle n'est pas venue. Mais faut attendre un peu plus d'1 mois, quoi, à chaque fois, c'est ça le problème. Après, c'est sûr qu'en Ligue des Champions, ce qui nous a beaucoup plombé aussi, c'est qu'on a pris beaucoup de buts. Genre sur les matchs coup près. On prend trop de buts, c'est-à-dire qu'à un moment, si tu prends 2 buts à domicile ou plus, bah, ta qualification, elle est finie, quoi. Tu peux pas. C'est impossible si tu as pris 2 buts à domicile, ta qualification, elle est finie, quoi. À part Manchester qui s'est qualifié contre nous. Mais en général, c'est ce qui s'est passé, hein. Déjà en 2016, quand on a pris les 2 buts contre City, je veux dire, il faut qu'on soit plus rassurant défensivement. Bah là, on a pris 0 but en poule en l'occurrence, mais oui, c'est vrai que c'est ça. À partir des 8e, il faudra essayer de faire des matchs. C'est un truc qui est notable, ça. C'est que justement, on était arrivé à un stade où pendant un certain nombre de matchs, on s'était pris, je crois, 2 tirs cadrés sur je sais pas combien de matchs. Et, un tir cadré sur les 3 premiers matchs, hier, on en prend 5 fois plus. Voilà. Et pareil, Dijon, on s'est pris je sais pas combien de tirs cadrés. Il y a quelque chose qui s'est rompu. Alors après, c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à voir le truc en négatif, et peut-être qu'une fois que Gay sera de retour en forme, et ben on va retrouver ça. Mais ouais, c'est assez marrant les évolutions statistiques. Ok. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? C'est bon. Non, je voulais juste moi rajouter sur le fait que ne soyons pas trop exigeants en Ligue des Champions si on maîtrise pas toujours tout. Il y a des équipes comme Bruges ou même on va affronter des équipes plus fortes. En Ligue des Champions, il faut savoir souffrir. Et moi, je trouve qu'on a su souffrir ensemble. Depuis 5 ans en Ligue des Champions. Non, mais je veux dire souffrir en termes de ne pas toujours avoir la maîtrise du jeu, avoir la maîtrise des événements. Mais moi, je trouve qu'on l'a assez bien fait contre Bruges sur les 2 matchs. Après, je trouve qu'on a eu une petite fébrilité qui m'a un peu plus dérangé les 15 dernières minutes. Mais voilà, il faut accepter le fait d'être dominé. Le fait d'être dominé va aussi nous apporter aussi des occasions pour lancer des contres. Il faut faire feu de tout bois en Ligue des Champions et il faut pas être trop exigeant au niveau de la manière, quoi. Ligue des Champions, il faut passer les étapes. Le problème, c'est que la manière, tu l'as pas en Ligue 1 non plus. Donc, Ah oui, après, puis après, ouais, il y a la manière et il y a l'attitude. Et tu peux peut-être faire abstraction de la manière, mais il faudra un minima l'attitude. Et toi, tu trouves que contre Bruges, l'attitude, on l'a eu? Moi, je trouve que les joueurs ont été cohérents jusqu'à la 75e minute. Après, j'ai vu des trucs un peu de fébrilité qui m'ont dérangé, quoi. T'as quand même pas mal de tirs de Bruges. T'as un péno. En mi-temps, t'as le double arrêt. T'as le double arrêt. T'as un péno. Il y a pas tant que ça, quoi. Hier, on est derrière, on acceptait et en réponse à ça, on a un but, et puis après, on a peut-être une occasion avec un tir au but. Je crois qu'on a Di Maria qui frappe du droit, je crois. On a 2 tirs cadrés sur le match, je crois, et eux, ils en ont bien plus. Et pour le coup, je nous ai pas trouvé dans l'attitude. Je suis d'accord avec toi, l'impression générale était plutôt positive, mais ça fuyait à droite, à gauche, quoi. J'ai trouvé. C'est vrai que je pense que l'atmosphère aurait été un peu plus étouffante si c'est Bruges qui avait mené. Au début de match, je pense que si on avait été mené, ça aurait été très difficile de revenir au score. Avec le cycle qu'on a eu là, ces derniers matchs là, heureusement qu'on a mené. Donc, à part contre Dijon, on s'est fait remonter. Mais tu sentais contre Bruges que si on se prenait un but, on n'aurait jamais eu les ressources pour revenir au score, quoi. C'était un peu inquiétant. C'est inquiétant là-dessus, mais ouais. C'est inquiétant. Mais... on verra la suite. Bon, un petit prono pour le derby de Drayas, Brest-PSG ce week-end. Ouais, ça va le finir, Bresto-parisien. Ça va finir en le Paris-Brest. Un petit Paris-Brest en dessert. C'est juste que je suis né à Brest, j'ai vécu 16 jours, donc il y a une difficulté, si tu veux. Après, je reste pour Paris, quoi qu'il advienne, parce que c'est mon club depuis toujours. Mais ouais, j'aimerais que Brest en plante au moins, donc on va dire 4-1, 5-1.
Kata. Moi, je dirais 3-0. Mais par contre, j'aimerais juste qu'on rappelle, il y a des absents pour Brest? C'est qui les absents? On s'attend à quelle équipe? Alors, il y a Herrera. C'est tout. Icardi sera sûrement reposé pour Cavani, puisqu'il a un petit truc hier. Mais sinon, il n'y a aucune autre absence. Meunier, toujours. Ok. Donc Meunier, Herrera et peut-être, sûrement Icardi qui sera ménagé. Et puis qui a fait un petit peu Icardi. Peut-être le moment de relancer Cavani, Sarabia sur ce match. Ouais, peut-être, ouais. Et puis après Brest, c'est la trêve internationale? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, donc je pense que c'est le bon moment pour relancer ceux qui n'ont pas eu de temps de jeu, Puis en espérant s'éviter une crise quand même. Delaglio, le coach de Brest, qui était le coach de Dijon, c'est du football sympathique, chatoyant, ça cherche à jouer au sol, mais c'est naïf en laissant des espaces monstrueux dans le dos. Donc c'est le genre de match où un Kylian Mbappé, il s'amuse. Son Dijon qui avait pris 8-0 s'en souvient. Bonne soirée aux auditeurs et bonne soirée à vous. Et ton pronostic? Ah oui, et mon pronostic, moi je vais dire 4-1 aussi. T'as dit 5? Ouais, j'ai dit 5-1. Je pense que Paris va mettre une j'espère un petit but de Brest parce que ça reste. Ça sent un peu un match comme contre Angers. On va vouloir se réveiller, faire un truc cohérent après 2 prestations un peu plus compliquées. Finir en beauté. À la prochaine, Kata. Très bien. Au revoir à tous et merci aux auditeurs. Merci à eux, bien sûr, Drayas. Merci à toi. Ciao tout le monde. Allez, on se retrouve après la trêve.